Oui, docteur, bonjour. Ok, on va commencer le cours. Donc aujourd'hui, on va faire la responsabilité de l'interne. Donc on doit noter que donc, la présence d'un interne seul donc, à la consultation, donc c'est une bombe à retardement. Donc pourquoi? Donc parce que donc l'interne a le savoir et il n'a pas le savoir-faire. Donc le savoir, donc ça veut dire quoi? Donc c'est-à-dire donc il a validé tous ces modules, le savoir réagir immédiatement face à une situation d'urgence. Donc l'interne exerçant son activité à l'hôpital public a le statut d'un agent public. Donc c'est-à-dire que l'interne, il a le même statut qu'un médecin. Donc dans un établissement, dans un hôpital public, donc il a le même statut d'un médecin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses responsabilités s'engagent face à un manquement. C'est-à-dire c'est la même chose qu'un médecin qui exerce dans un hôpital public. Donc la faute dans l'exercice de ses fonctions engage la responsabilité administrative de l'hôpital, c'est-à-dire lorsqu'un interne commet un manquement au sein d'un hôpital, donc sa responsabilité administrative donc, euh, qui va engager. Donc si l'accueil est assuré par l'interne, quelle est la responsabilité du maître du stage ou chirurgien? Donc, est-ce qu'il a été appelé par téléphone? Donc, est-ce qu'il n'a pas été avisé? Donc là, on distingue deux situations. Donc, si le maître de stage donc, a été avisé par l'interne, donc lors d'une prise en charge d'un patient, ou bien le maître de stage n'a pas été avisé. Donc là, on parle de responsabilité. Donc, est-ce que la responsabilité est engagée donc, si le maître de stage est avisé, donc, ou le cas contraire. Donc, il y a aussi la faute détachable. Donc, la faute détachable, donc, qui se qualifiait lorsque un acte révélant une intention de nuire. Donc, ça veut dire quoi? Une intention de nuire, c'est-à-dire lorsqu'il y a une intention de causer un dommage à autrui. Donc, c'est un acte qui est intentionnel, tel que, par exemple, une discrimination entre les patients selon l'âge, selon le sexe. Donc, c'est un manquement, c'est une faute donc, qui est détachable, c'est-à-dire du service. Donc là, on ne peut pas parler d'une responsabilité administrative, c'est-à-dire que l'administration ne couvre pas l'interne dans cette situation. Donc, c'est un manquement ou c'est une faute qui est intentionnelle. Donc, c'est l'intention de nuire, donc qui constitue une faute détachable. Donc, il y a aussi dans les fautes détachables, il y a les actes motivés par la recherche d'un intérêt personnel tel que donc, la délivrance d'un certificat de complaisance. Donc, c'est quoi? Un certificat ou une attestation de complaisance. Donc, c'est délivrer un certificat sur lequel on certifiait faussement, c'est-à-dire rédiger des informations médicales contraires à la vérité. Donc, et ne correspond pas à nos constatations
médical et notamment lorsqu'il y a un intérêt personnel, c'est-à-dire on reçoit une rémunération pour établir ce certificat. Donc, c'est un acte motivé par la recherche d'un intérêt personnel. Donc, dans les fautes détachables, toujours, donc lorsqu'il y a une faute professionnelle inadmissible et inexcusable, telle que la non-assistance à une personne en danger ou la violation du secret professionnel. Donc, législation et réglementation. Donc là, on doit noter que donc sur la nouvelle loi relative à la santé, donc il n'y a aucun article édicté pour l'interne, pour le stage interné, contrairement à l'ancienne loi sanitaire, c'est la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé. Donc, dans son article 200, donc, qui prévoit, durant la période du stage interné, des études de graduation, les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie sont autorisés à exercer respectivement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie dans les établissements sanitaires publics sous la responsabilité des praticiens chefs de service. Donc, ça veut dire que l'interne, il a le droit, durant son stage interné, de pratiquer la médecine, mais toujours sous la responsabilité des praticiens, c'est-à-dire maître assistant, maître de conférence, professeur, et sous la responsabilité aussi, bien sûr, du chef de service. Donc, il y a dans la nouvelle loi relative à la santé, la loi 1811 du 18 Shawwal 1439, correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé. Donc, c'est la nouvelle loi relative à la santé. Donc, dans son article 166, donc, qui précise donc, les conditions de l'exercice de la profession médicale. Donc, dans les conditions, donc, sont les suivants. Donc, la première condition, c'est être de nationalité algérienne. Donc, être de nationalité algérienne, la nationalité algérienne. La deuxième condition, c'est être titulaire d'un diplôme algérien requis ou d'un titre reconnu équivalent, c'est-à-dire avoir le diplôme de docteur en médecine ou là en pharmacie ou là en chirurgie dentaire. Donc, troisième condition, c'est jouir de ses droits civiques. Donc, ça veut dire quoi? Donc là, on doit noter que l'interdiction totale ou partielle des droits civiques, donc c'est une sanction prononcée par la justice. Donc, c'est une sanction prononcée par la justice, donc qui s'étale sur une durée déterminée. Et ces droits civiques sont donc le droit de voter, témoigner devant la justice, etc. Donc cette condition où les droits civiques donc représentent une des conditions donc permettant d'exercer dans la fonction publique. C'est-à-dire pour exercer dans la fonction publique, donc la personne doit avoir, c'est-à-dire tous les droits civiques. Donc, si une personne donc, a été sanctionnée par la juridiction, par interdiction des droits civiques, donc là, donc elle n'a pas le droit de pratiquer ou de travailler dans un établissement public. Donc, la quatrième condition, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de la profession, c'est-à-dire que la personne donc, ne doit pas
être incriminé dans une affaire, c'est-à-dire ou sanctionné pénalement pour un fait qui est incompatible avec l'exercice de la profession. Par exemple, une personne qui a été sanctionnée par une agression sexuelle, pédophilie, etc. Donc, ces sanctions ou ces infractions donc, ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession médicale. Donc, cinquième condition, donc avoir des capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de la santé, c'est-à-dire que la personne donc ne doit porter aucune incapacité physique ou mentale, donc qui est incompatible avec l'exercice de la profession. Donc, avoir la cinquième condition, c'est avoir les capacités physiques, c'est-à-dire que la personne ne doit porter aucun handicap donc sur le plan physique ou mental incompatible avec l'exercice de la profession médicale. Donc, là, on doit noter que les professionnels de santé sont tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre de la profession, c'est-à-dire, donc, on doit être inscrit au conseil de l'ordre, au conseil régional de l'ordre des médecins, donc c'est-à-dire exercer la profession médicale. Donc là, on va parler de l'exercice illégal de la profession médicale. Donc dans l'article 186 de la nouvelle loi relative à la santé, donc définit donc l'exercice illégal de la médecine dentaire ou la pharmacie. Donc, c'est toute personne qui exerce une activité de médecin, donc de médecin dentiste ou de pharmacien sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d'une interdiction d'exercer. C'est-à-dire le fait de pratiquer la médecine et c'est-à-dire le médecin donc n'est pas inscrit n'est pas inscrit dans le conseil de l'ordre des médecins. Donc c'est l'exercice illégal de la médecine. Donc la première définition et l'exercice illégal de la médecine est défini. Donc c'est toute personne qui, même en présence d'un médecin ou d'un médecin dentiste, c'est-à-dire sans remplir les conditions fixées par la présente loi, par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou par tout autre procédé, quel qu'il soit, à l'établissement d'un diagnostic ou à l'administration d'un traitement, c'est-à-dire même en présence d'un médecin, c'est-à-dire une personne donc n'a pas le droit de pratiquer la médecine. Donc, une personne qui ne porte pas les conditions suscitées dans l'article 166 de la loi relative à la santé et donc n'a pas le droit de pratiquer la médecine même en présence d'un médecin. Donc, ça rentre dans le cadre où donc se qualifier comme l'exercice illégal de la médecine. Donc, il y a troisième point, c'est quiconque muni du diplôme requis prête son concours aux personnes citées aux alinéas ci-dessus et s'en fait le complice. Donc, la personne, le médecin qui
laisse, c'est-à-dire une autre personne qui ne porte pas les conditions, c'est-à-dire de l'article 166 suscité, donc, donc, euh, donc il sera considéré comme un complice. Donc, le dernier point, c'est toute personne non autorisée par le ministre chargé de la Santé qui exerce dans une structure ou établissement de santé privé. Donc là, l'exercice illégal de la médecine, c'est le fait d'exercer la médecine donc sans avoir l'autorisation par le ministère de la Santé. Donc là, pour l'exercice illégal de la médecine, donc est défini par l'article 186 de la loi relative à la santé, donc ou lorsqu'une personne donc, pratique la médecine et ne remplit pas les conditions fixées par l'article 166, donc les conditions, les darna'lihum, et c'est-à-dire lorsqu'une personne, c'est-à-dire même une personne qui ne porte pas ces conditions et pratique la médecine en présence d'un médecin, donc c'est l'exercice illégal de la médecine. Donc là, on doit noter que l'exercice illégal de la médecine est sanctionné par le code pénal, par une amende de 20 000 à 100 000 ou c'est-à-dire une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Donc, une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 20 000 à 100 000 dinars algériens. Donc là, on doit noter que l'interne, donc, on a parlé des conditions de l'exercice de la profession médicale. Donc, puisque l'interne, donc, c'est un étudiant, donc il n'a pas l'une des conditions. Donc, l'une des d'une condition, c'est avoir le diplôme de docteur en médecine. Donc, si on se réfère à l'article 166 et l'article 186 de la loi relative à la santé, donc l'interne, puisqu'il n'a pas les conditions donc cité sur l'article, donc c'est l'exercice illégal de la médecine. Donc il n'a pas la première condition qui est le docteur en médecine. Donc là, donc il y a l'article 220 de l'ancienne loi sanitaire. Donc qui a autorisé les étudiants en sciences médicales, donc en chirurgie et en pharmacie, de pratiquer la médecine durant le stage interné. Donc, l'article 220 qui prévoit que les dispositions suscitées, c'est-à-dire l'article, les conditions de l'exercice de la profession médicale, donc ne s'appliquent pas durant la dernière année de formation. Donc, ces conditions ne s'appliquent pas durant la dernière année de formation, donc aux étudiants en sciences médicales, en chirurgie dentaire et en pharmacie, et aussi aux élèves des établissements de formation, aux auxiliaires médicaux qui agissent sous le contrôle d'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'un pharmacien. Donc l'interne ou le stage interné donc n'est pas considéré comme l'exercice illégal de la médecine, puisqu'il y a l'article 220 qui a intervenu et qui a autorisé c'est-à-dire les internes ou les stagiaires de pratiquer la médecine durant la dernière année, donc sans avoir le diplôme de docteur en médecine, donc qui constitue qui représente l'une des conditions nécessaires ou primordiales pour l'exercice
de la profession médicale. Donc, il y a le code de la déontologie médicale. Donc, dans l'article 1, donc le code de la déontologie médicale est défini comme l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien, dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Donc, ça veut dire que le code de la déontologie médicale, c'est un ensemble de règles, donc on doit les respecter lors de la pratique de la médecine. Donc, l'article 2, les dispositions du présent code de déontologie médicale s'imposent à tout médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces règles doivent être aussi respectées par les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie, autorisés à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Donc, il y a des règlements intérieurs du CHU de Sidi Bel Abbès. Donc, dans son article 10, prévoit que les stagiaires internes sont placés sous l'autorité du chef de service, de professeur, de maître de conférence et de maître assistant. Donc, c'est-à-dire que l'interne doit pratiquer la médecine donc sous la responsabilité et sous l'autorité du médecin chef de service, du professeur, du maître de conférence et de maître assistant. Donc, il y a l'article 11 qui prévoit que les stagiaires internes, dans le cadre de leur formation, participent sous l'autorité du chef de service, de professeur, de maître de conférence et de maître assistant à l'examen des malades entrant et à la prise d'observation, c'est-à-dire que l'interne donc assiste à l'examen des patients et il doit, c'est-à-dire prendre des observations et prendre des notes. Donc, il assiste au service de garde et de permanence. Donc, ainsi que consultation externe des praticiens. Donc, l'interne peut participer donc à la garde ou assister à la garde et à la permanence, c'est-à-dire à l'astreinte, et ainsi à la consultation, c'est-à-dire spécialisée, la consultation externe, une consultation spécialisée, donc effectuée par un médecin spécialiste. Donc l'interne, donc il peut donc assister donc à l'examen des malades entrants, c'est-à-dire hospitalisés, et il peut, c'est-à-dire assister ou participer à l'activité de garde, des astreintes et même à la consultation spécialisée, donc effectuée à l'extérieur de l'hôpital. Donc l'article 13, donc les stagiaires internes sont tenus de respecter les règles de discipline applicables au personnel du CHU. Donc, l'arrêté interministériel du 31 décembre 1990 portant alors le statut du stagiaire interne. Donc, dans son chapitre 1 du stage interne, donc l'article 1 donc, qui prévoit que le stage interné est ouvert aux étudiants en médecine ayant satisfait à l'ensemble des modalités d'examination prévues par le cursus de la graduation pour le cycle clinique, c'est-à-dire pour accéder à le stage interné, l'étudiant doit valider tous ces modules du cycle clinique.
Donc, l'article 2, le stagiaire interne et en médecine prend le nom d'interne en médecine. Donc, ce n'est pas un docteur en médecine, mais c'est c'est un interne en médecine. Donc, l'article 3, le stage interné est accompli dans toutes les structures sanitaires agréées par le comité du stage interné. Donc, ça veut dire que l'interne effectue ses stages dans, dans un établissement agréé par le CPCI, donc Comité du stage interné, donc c'est le CHU, et il peut même, c'est-à-dire réaliser des stages hors du CHU, c'est-à-dire dans des établissements agréés par le comité du stage interné, c'est-à-dire il a la possibilité de faire des détachements de stage en dehors du CHU dans des terrains ou dans des établissements agréés par le comité du stage interné. Et ce comité du stage interné donc, se localise où le siège c'est au niveau de la faculté de médecine. Donc, il y a l'article 4, donc le stage interné est obligatoire et à plein temps. Donc, on ne peut pas avoir un diplôme de docteur en médecine sans la validation des stages internés. Donc, s'effectue à plein de temps. Donc, sa durée est d'une année, incluant un congé de détente d'un mois. Donc, c'est un stage de 12 mois et sur les 12 mois, l'interne a le droit de prendre un congé de détente de un mois. Donc, séparé de 15 jours et 15 jours. Donc, l'article 5, donc, durant cette période, l'interne doit accomplir les stages de médecine, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique d'une durée de 3 mois chacun. Donc, le stage de l'internat comprend 4 stages, 4 services de 3 mois chacun. Donc, il y a 2 services ou 2 stages qui sont obligatoires, c'est la pédiatrie et la gynéco-obstétrique, et les 2 autres stages, donc au choix. Donc, il y a un stage qui doit être effectué dans un service de médecine et un autre stage qui doit être effectué dans un service de chirurgie, et le choix des services donc s'effectue par ordre de mérite. Donc, le 6e article, donc le stage interné est organisé sous la responsabilité de la faculté de médecine et le CPCI, donc bien sûr sous la responsabilité de l'établissement d'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stage donc, est organisé c'est-à-dire avec la collaboration de la faculté de médecine, bien sûr le CPCI, comité pédagogique, la comité pédagogique du stage interné, et avec l'établissement d'accueil, c'est-à-dire au niveau du CHU, c'est la DAPM, la direction des activités médicales et paramédicales, et le service d'affectation et le service d'affectation. Donc, quelles sont les activités de l'interne? Donc, selon le stage, l'interne reçoit une formation théorique et une formation pratique et assure une activité médicale dans les limites précisées ci-dessous. Donc, l'interne, durant son stage, il doit donc recevoir des informations ou
une formation théorique et une formation pratique. Donc, la formation théorique, donc tout ce qui est topo, tout ce qui est staff, donc participation, rapport de garde, etc. Et la formation pratique, donc tout ce qui est examen des patients, consultation, donc assister au bloc opératoire, etc. Donc l'article 8 donc, prévoit que les objectifs et les modalités de l'enseignement théorique et pratique sont déterminés par le CPCI, donc les objectifs du stage et la modalité de réalisation de l'enseignement théorique et pratique, donc durant le stage, donc sont déterminés par le CPCI. Donc, l'article 9 donc, prévoit que l'interne, dans le cadre de ses activités médicales, donc placé sous la responsabilité du chef de service, de ses assistants et de médecins résidents. Donc là, donc, durant le stage interné, donc l'étudiant ou l'interne, donc il pourra solliciter le chef de service, les assistants, maîtres de conférence et professeurs, et même les médecins résidents. Donc, vous pouvez même solliciter les médecins résidents pour, c'est-à-dire avoir des informations théoriques, des questionnements pratiques, etc. Donc, Hadou qui assure l'encadrement pédagogique dans les activités du service de jour et de nuit, auquel il participe notamment, c'est-à-dire l'interne, donc il participe à l'activité de la garde, comme c'est-à-dire il participe à l'activité du jour, comme il peut participer aussi à l'activité de nuit, c'est l'activité de garde. Donc, il peut faire la visite, la consultation, donc préparer les dossiers, suivi des malades, donc les activités opératoires, les gestes de pratique médicale courante, donc le service de garde et d'urgence et même les enquêtes épidémiologiques, donc faire des statistiques, etc. Donc, quelle est la responsabilité de l'interne? Donc, selon l'article 10, donc dans le cadre de l'urgence, en cas d'absence de responsable dûment constaté et porté à la connaissance administrative, l'interne de garde doit prendre les premières mesures motivées par la gravité du cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, face à une situation d'urgence, donc l'interne doit intervenir et c'est-à-dire faire donc les premiers gestes de sauvetage. Donc il doit juguler l'urgence, le temps, c'est-à-dire d'arriver ou de contacter c'est-à-dire le maître du stage, donc quel que soit résident, maître assistant, maître de coffre, professeur, etc. Donc c'est pour cela, donc l'interne doit avoir donc des connaissances comment juguler les situations d'urgence les plus fréquentes, telles que les douleurs thoraciques, c'est-à-dire les crises d'asthme sévères, etc. Donc, dans l'article 11, l'interne engage sa responsabilité propre lorsqu'il prend des mesures de sa propre du cours. Donc, on a dit qu'il y a deux situations. Donc, il y a donc la première, lorsque l'interne avise son supérieur, donc là, sa responsabilité est exonérée, donc ne s'engage pas. Et c'est la responsabilité du maître du stage, quel que soit le résident, quel que soit le maître assistant, etc. Donc, ou bien
l'interne donc n'avise pas son supérieur. Donc là, c'est sa responsabilité ou la responsabilité de l'interne donc qui va s'engager. Donc c'est ça. Donc il y a deux situations. Donc toujours l'interne il doit aviser son supérieur. Donc il doit toujours aviser son supérieur. Donc l'article 12, donc les internes ne peuvent en aucun cas être chargés d'activités non conformes aux objectifs pédagogiques tels que définis par le CPCI et aux dispositions de l'article 9 du présent statut, c'est-à-dire en dehors des activités donc citées sur l'article 9. Donc l'interne, donc il a le droit de donc refuser donc l'activité, donc une autre activité donc en dehors de donc cité donc sur l'article 9. Donc là, en conclusion, donc il faut donc répondre dans la sérénité, l'exercice de notre profession médicale, dans l'attente d'autres risques, dont la prévention passe avant tout par l'expérience et la meilleure connaissance possible grâce à la médico-prudence. Donc, on doit toujours être prudent et donc diligent des situations à éviter par une pratique prudente et diligente. Donc, le cours est terminé. Donc, si vous avez des questions, donc je suis à votre entière disposition. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc le cours est terminé. Il n'y a pas de questions. Donc, demain, donc, vous aurez cours. C'est le dernier cours de la partie du droit médical, donc avec professeur Boublaz. Donc, et bon courage. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Génial.